Merci d'être très nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Option à lever sur les 17 thématiques proposées par le G13 dans le cadre de la réforme de la loi électorale. Les députés nationaux y ont statué ce jeudi 12 mai 2022, mais sans les membres du G13 qui sont sortis de la salle, mécontents de la méthodologie de travail adoptée, laquelle a été proposée par Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement. Suivait le compte-rendu avec Gisèle Toko. La plénière de la Chambre basse du Parlement a rejeté la proposition du G13 interdisant le fait d'avoir un membre de famille comme suppléant. Plusieurs estimaient que cette disposition viole l'article 13 de la Constitution qui interdit la discrimination. Aussi évoque-t-il le fait que les frais de campagne sont tirés dans le fonds familiaux et parfois par des frais que la famille rembourse. Outre cela, la plénière a rejeté l'innovation proposée par le G13 interdisant les cadeaux pendant la campagne électorale, notamment le partage de l'argent ou autres biens de valeur. À ce sujet, le député national Grégoire Kiro a suggéré une meilleure formulation, d'autant plus qu'en tant que candidat, ils seront appelés à poser certains actes de libéralité pendant la campagne électorale. La procédure de la prise de parole accordée à 2 députés nationaux par groupe parlementaire et des députés pour le non-inscrit avec 5 minutes accordées à chaque intervenant n'a pas plu aux membres du G13 qui ont décidé de quitter la salle de plénière. Pour eux, le débat doit encore se faire en commission avant de passer au vote des options. En réaction, le député national Jean-Baudouin Maillot s'inscrit en faux contre la logique des membres du G13. Il y a eu un débat général sur ce texte et à l'issue duquel ce texte a été déclaré recevable. Cela veut dire que les auteurs en sont dessaisis. Ça devient un document de la plénière de l'Assemblée qui va l'envoyer à sa commission. Sinon, honorable président, il y aura réouverture des débats, ce qui n'est pas bon. Je crois que s'il reste quelques discussions, il faudra peut-être aller sur l'échelle au niveau de notre PAJ quand la plénière aura envoyé les textes. Notez que la proposition de supprimer le seuil de représentativité situé au stade actuel à 1% et de le remplacer par le seuil de recevabilité des listes au prorata de 60% des sièges en compétition a été retenue. L'opposition politique congolaise qui se dit ne pas être concernée ne jure que sur un consensus dans un cadre extra-institutionnel pour des élections crédibles et transparentes en 2023. Omar Sambou, président de l'AS Belle Génération Kabila, est joint à ce sujet par votre rédaction suivie. On n'est pas concerné parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait un consensus. Nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait un consensus. Nous voulons un consensus. Nous voulons un consensus. Nous, le FCC, notre position est réelle et connue. Nous voulons Kabila, nous, consensus. Le peuple congolais veut à ce qu'il y ait un consensus. Le peuple congolais a besoin d'un consensus. Les citoyens Mbosso est en train de faire un forcing. Les citoyens Mbosso est en train de jouer à la carte de ce régime. Il veut jouer à la carte du régime de l'Union sacrée, de jouer à la carte du régime de M. Tshisekedi. Mais nous voulons un consensus. L'opposition veut un consensus. On ne peut pas aller aux élections avec le bureau Kadima. On ne peut pas aller aux élections avec une cour constitutionnelle qui est inféodée. Nous voulons à ce qu'il y ait un consensus. Je l'ai dit l'autre fois qu'il y a des grandes lignes. Et nous avons besoin à ce que ces grandes lignes soient palpées entre toutes les parties prenantes. Et nous sommes en train d'éveiller la conscience de toute la population. De toute la population pour rester derrière un consensus. Donc, nous voulons un consensus. Nous pensons que seul un consensus fera en sorte que en 2023, nous ayons des élections apaisées, des élections qui ne vont pas créer de frustration, des élections qui vont mettre toutes les parties prenantes très à l'aise. La population est souveraine. La population est souverain. Ce n'est pas le citoyen Mbosso qui est souverain, ce n'est pas le régime de M. Tshisekedi qui est souverain, mais c'est la population qui est souveraine. Donc, nous exigeons à ce qu'il y ait un consensus
pour que les élections de 2023 soient des élections qui vont faciliter tout le monde, soit des élections qui vont mettre la paix. Alors j'insiste, comme je l'ai dit l'autre fois, pour l'intérêt de toute la population congolaise, pour préserver l'unité nationale, nous exigeons un consensus. Dans une note publiée sur son site internet ce jeudi, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa alerte sur une probable attaque terroriste à Goma au nord Kivu. Cette attaque, précise-t-il, pourrait avoir lieu sur un bateau non encore spécifié au départ de Goma sur le lac Kivu. Comme action préventive à prendre, les États-Unis conseillent les citoyens américains présents à Goma ainsi que les Congolais à éviter les foules et les manifestations, à rester vigilants dans les endroits fréquentés par les terroristes occidentaux, d'être conscients de l'environnement fréquenté et de surveiller les médias locaux pour des mises à jour. La société civile Force Vive de Goma condamne avec la dernière énergie le kidnapping des humanitaires qui est intervenu mercredi dernier sur l'axe Sake-Kichanga. Vicar Ongui, vice-président de cette structure citoyenne, appelle les autorités à la sécurisation des humanitaires car ces derniers aident plusieurs populations dans les villages. Suivez-le au micro de notre correspondant Josué Boulanfou depuis la ville de Goma. Oui, c'est une situation déplorable parce que les humanitaires jouent un grand rôle dans ces pays. Tout ce qu'il y a comme aide humanitaire, ou si la population peut avoir enough aujourd'hui, c'est grâce aux efforts des humanitaires. Et donc, ils doivent être protégés, ils doivent être sécurisés dans leurs activités. Et à cela, nous demandons à ce que les institutions, les services de sécurité puissent garantir la sécurité de tous les humanitaires en province du Nord Kivu. Quand la société civile mène le plaidoyer, on parle toujours des problèmes des effectifs. C'est un problème évoqué par les autorités lors de toutes les séances de plaidoyer. À part les effectifs, il y a l'aspect lié au contrôle même des unités. Donc, il y a beaucoup de militaires qui sont faiblement contrôlés et dont on ne sait pas si ce qu'il faut réellement. Et donc, il faut à ce niveau-là renforcer les mécanismes de contrôle et de surveillance des militaires, des policiers, mais aussi de leurs munitions qu'ils utilisent. Et augmenter aussi les effectifs sur certains axes là où il y a beaucoup plus de cas de kidnapping et de violations des droits humains, notamment les... Ça revient maintenant aux autorités parce que là, ces rançons passent toujours, donc la rançon passe toujours par les maisons de télécommunications. Et même pour obtenir ça, toute la communication est assurée par les agences et dont les institutions, donc l'appareil judiciaire par exemple, peut s'y atteler pour dénicher les vrais auteurs de kidnapping. Liberté provisoire accordée aux personnes accusées dans le dossier de détournement des fonds dans le cadre du programme de 100 jours. Maître Georges Kapiamba de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, se dit profondément déçu par l'action de la Cour de cassation relative à la plupart des dossiers des personnes qui ont été condamnées pour des faits de détournement des deniers publics. Il a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Nous sommes profondément déçus par l'action de la justice, principalement de la Cour de cassation, en ce qui concerne la plupart des dossiers qui ont condamné ou dans lesquels des gens ont été condamnés au premier degré ou au second degré pour des faits de détournement de deniers publics en général et en particulier dans les dossiers de 100 jours, d'autant plus que la Cour de cassation a pratiquement systématisé l'octroi des libertés provisoires sans pour autant tenir compte de l'intérêt général du pays, de la nation, à savoir la restitution ou la récupération
effective des biens qui ont été volés à l'État congolais. Et donc, nous condamnons cette manière de faire de la part de ces magistrats qui ne servent pas les intérêts de la République. Il fallait avoir comme garantie de la part des personnes qui sollicitent la liberté provisoire au moins la constitution d'un cautionnement plus ou moins équivalent ou supérieur à la valeur des biens qui ont été détournés. S'il s'agit de sommes d'argent qui doivent constituer une garantie bancaire de la somme équivalente ou supérieure à celle pour laquelle ils ont été condamnés avant de leur accorder la liberté provisoire pour la suite de l'instruction. Mais toutes les informations que nous avons obtenues établissent que ce sont des personnes qui versent des montants d'argent trop dérisoires qui ne peuvent même pas permettre à l'État de rentrer dans ses droits. Si demain, après-demain, ces personnes arrivaient à s'échapper de la vigilance de la justice pour aller à l'étranger, ça sera l'État congolais et le peuple congolais qui seront encore des grands perdants. Autre chose, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, participe du 12 au 13 mai 2022 à Copenhague, au Danemark, à la réunion ministérielle de préparation de la COP27 prévue en novembre de cette année. La dite réunion a été coprésidée par le président de la COP26 ainsi que celui de la COP27. Reportage Doudou Montiré. Cette réunion ministérielle ouverte ce jeudi offre une opportunité d'évaluer les progrès de la mise en œuvre des engagements souscrits par les bailleurs à Glasgow et réfléchir sur l'agenda de la COP27. Plus de 40 ministres en charge du climat du monde discutent également des questions liées à la résilience, aux pertes et dommages, à la finance climatique et de la limitation à 1,5 degré Celsius de la température mondiale. Des discussions vitales pour résorber la crise climatique à quelques 6 mois de la tenue de la 27e conférence des parties sur le changement climatique en Égypte. Face à l'urgence climatique, la réunion ministérielle de Copenhague planche sur l'accélération des actions internationales en faveur du climat. Il faut absolument limiter les dérèglements climatiques, s'y adapter et réduire la dépendance aux fossiles. Il faut noter qu'en marge de cette réunion, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement, Eve Bazaïba, a eu une séance de travail bilatérale avec la partie égyptienne. Occasion pour les deux parties de faire un état de lieu de l'avancement des préparatifs des travaux préparatoires de la COP27. Le comité des sages de l'Assemblée nationale a tenu une réunion le mercredi dernier, son assemblée générale ordinaire le mercredi dernier, une réunion qui se tient régulièrement à chaque session. Suivez le rapporteur du comité pour des plus amples détails. Au sortir de cette assemblée générale ordinaire du comité de sages de l'Assemblée nationale, son rapporteur s'est exprimé en ces termes. C'est pour cette session de mars 2022, c'est en cette date que nous avons choisi de tenir cette réunion pour évaluer la marche du comité, et évaluer en même temps les dossiers qui ont été traités et essayer de retrouver les voies et moyens pour faire aboutir les autres dossiers et en même temps aussi nous répartir les nouveaux dossiers qui doivent être traités pendant cette session de mars. Nous avons au sein de notre Assemblée générale du comité des sages, nous avons 4 sous-comités, le comité spécial, le comité pécuniaire, le comité foncier et le comité divers. Nous venons à l'issue de cette réunion de faire la répartition des nouveaux dossiers que nous avons reçus et que tous les sous-comités vont travailler à ce dossier et à la fin de la session ordinaire, nous ferons l'évaluation pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait et qu'est-ce qui reste à faire. À 80%, tous les dossiers qui ont été reçus en 2021 et une partie de 2022 ont été traités. L'infirmier à l'honneur ce 12 mai, tel est le thème retenu pour cette journée. La profession infirmière, une voie faite pour diriger, investir dans le soin et respecter les droits pour garantir la santé mondiale. Autre détail sur cette journée avec Gisèle Etoko.
La journée de l'infirmier est un événement annuel et mondial qui s'est produit en référence au jour d'anniversaire de la naissance en 1820 de Florence Nightingale, philosophe fondatrice des soins infirmiers modernes. Cette dernière a posé les bases de la profession infirmière contemporaine. Elle a été la première personne à définir que chaque patient a des besoins individuels, que le rôle de l'infirmière vise à satisfaire ces besoins, et elle a pris compte les dimensions santé, maladie des soins infirmiers. Elle a fait des soins infirmiers une occupation respectée en établissant une formation, en soulignant l'importance d'une éducation continue et en distinguant les soins infirmiers de la médecine. Elle croyait qu'une bonne pratique infirmière ne grandit pas seulement, elle est le résultat d'études, d'enseignement, d'entraînement, de pratiques qui se finalisent dans une base solide qui peut se transférer dans tous les milieux auprès de tous les patients. Cette journée a été lancée en 1965 par le Conseil international des infirmiers, une occasion pour réaffirmer son attachement à vouloir améliorer les conditions de travail des professionnels de l'art infirmier. En effet, le constat est fait malheureusement que beaucoup de gens semblent penser que les médecins sont les seules personnes les plus importantes du système de santé, chose qui n'est pas vraie. Les infirmiers jouent un rôle clé dans les institutions médicales en tant que responsables du bien-être, de la sécurité et du rétablissement des patients. Les infirmiers aident à donner un nouveau souffle de vie au monde, s'occupent sans relâche des malades et des blessés et observent parfois les patients qu'ils ont tout fait pour sauver de la mort malgré tous leurs efforts. La journée est dédiée à l'infirmier. C'est une journée pour nous où on reconnaît la valeur d'un ou d'une infirmière, puisqu'à l'hôpital, l'infirmier joue un très grand rôle, très important. Nous sommes là, c'est nous qui accueillons le malade et nous donnons les premiers soins, et nous voulons assez que notre métier soit valorisé à la RDC, c'est-à-dire soit valorisé, que le gouvernement tienne compte de nos revendications, que le gouvernement puisse vraiment nous valoriser. Cette journée est une occasion de reconnaître le dur labeur et la contrainte émotionnelle qui font partie de la vie de chaque infirmier et infirmière. Toutes mes excuses pour ce lapsus lingua. Il s'agit plutôt là de l'infirmier à l'honneur et non de l'infirmier, comme je l'ai dit tout à l'heure. Intervenant lors de l'atelier de la société civile organisé mardi dernier à l'hôtel Memling, le professeur Jacques Joly a présenté aux représentants du mouvement associatif le projet de code d'éthique et de bonne conduite pour son appropriation et vulgarisation afin de conduire la tenue des bonnes élections, à la tenue des bonnes élections en 2023. C'est un propos recueilli par Jean Romance Mokolo. Observation à l'hôtel. Vous attendez quoi? Organisé par le National Democratic Institute NDA, l'atelier d'appropriation et de vulgarisation du code d'éthique et de bonne conduite de la société civile spécialisée en matière électorale a été marqué par l'intervention du professeur Jacques Joly qui a présenté le dit code aux délégués des organisations ayant pris part à ces assises tenues le mardi 10 mai 2022 en la salle Virunga de l'hôtel Memling. Pour l'orateur, ce code de bonne conduite a pour objet de rendre la société civile électorale crédible et efficace, à même de contribuer à l'organisation des bonnes élections en 2023. Et le professeur Jacques Joly explique ici le bien fondé de la mise en place de ce code. Au-delà du texte sur la CENI, au-delà du texte sur la loi électorale, voir comment la société civile peut essayer d'équilibrer le jeu pour que le processus de désignation des acteurs politiques ne soit pas confisqué par les politiciens eux-mêmes. Quand on parle de l'Assemblée, c'est les politiciens. Et lorsque vous écoutez leur discours, c'est dit non, nous devons être remplacés par nos femmes, nous devons être remplacés par nos fils. Ils veulent, n'est-ce pas, s'assurer la reproduction politique de leur espèce. Or, c'est un processus qui ne nous appartient pas, c'est un processus sociétal. Alors, qui peut rééquilibrer le jeu? Pas les militaires, parce que c'est leur coup d'État. C'est ce qui arrive dans certains pays. C'est-à-dire qu'un groupe d'hommes politiques se sont accaparés du pouvoir et la société ne voit pas, c'est les militaires qui prennent. C'est pas ça ce qui est. Ce qui est ici, c'est que la politique étant toujours composée des gouvernants et des gouvernés,
et que le gouvernement, au-delà de leur discours de bienséance ou de l'intérêt général, mais il y a toujours un mécanisme d'autoprotection et d'autoconservation. En société, dans la commune de Kintambo, une montagne d'immondices s'est formée sur l'avenue Oyuya aux environs de l'hôpital général de référence de Kintambo, polluant la nature au péril des habitants de ce coin de la capitale. C'est un constat établi par Dedi Mujinga. Nous sommes ici sur l'avenue Oyuya, non loin de l'hôpital général de Kintambo. Ici, l'insalubrité y règne. Une montagne d'immondices s'est érigée, polluant la nature à l'indifférence des autorités. Une odeur nauséabonde y est dégagée, indisposant les habitants, aussi les malades, internés à l'hôpital général de Kintambo. À en croire les habitants, cet tas d'immondices est la conséquence d'une non-évacuation du collecteur déjà rempli, débordé. En tout cas, poubelle, maman, ça fait un bon bout de temps, hein? Ça fait très longtemps. Depuis Ezalara, mais Ezalara Boété, Ezalara na tamoko boyo Union européenne et bandara pour gérer yango, bandara pour évacuer vraiment na temps réel quoi. Mais depuis Union européenne et Kenda en tout cas, et comment ka ba inondation boyo, ndeko zo mona ngo plein boyo donc et comment ka boyo. Des fois baroya kolongola, des fois pe baroya na bango te. Mais ce que au bazar souffrir les années tibiso ba résident neti ya quartier parce que masana ngai ata yo moko tozana mu pepe ko pe maté maman hein tozana mu pepe ko pe maté na butu pe moya kola les até makelele banja na bango na tango yaka donc moya ko tata kola la ezate. Les odeurs nauséabondes sont l'une des sources des maladies infectieuses et des épidémies. C'est pratiquement la fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.